Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. 10 000 personnes à Paris dans la rue pour demander aux Gilets jaunes de mettre un terme aux violences. Les foulards rouges ont manifesté aujourd'hui pour la première fois. Nous avons voulu savoir qui sont ces Français qui disent s'exprimer au nom de la majorité silencieuse. Au Brésil, la colère des habitants, 24 heures après l'effondrement d'un barrage. 300 personnes sont toujours portées disparues. La compagnie minière mise en cause a dû sécuriser un autre ouvrage qui menaçait de s'écrouler. Au Venezuela, Nicolás Maduro rejette l'ultimatum de la France. Le président très contesté refuse d'organiser de nouvelles élections. Son principal opposant s'est déclaré président par intérim, un duel qui réveille une ambiance de guerre froide à l'ONU. Alors qu'il risque 15 ans de prison au Japon, quelles indemnités de départ Carlos Ghosn va-t-il toucher? L'ancien patron de Renault a théoriquement droit à un énorme chèque. Une situation qui, vous l'entendrez, embarrasse le gouvernement français. Dans ce journal également, nous évoquerons cette sécheresse historique en Australie. Les éleveurs ne savent plus comment sauver leur cheptel. Un désespoir qui va parfois jusqu'au suicide. Et puis nous irons au large d'Israël où chaque année, depuis 4 ans, les requins se rassemblent par dizaines. Un mystère devenu une attraction touristique et qui intrigue beaucoup les scientifiques. En opposition aux Gilets jaunes, ils se sont appelés les foulards rouges et ils ont manifesté pour la première fois aujourd'hui à Paris. Leur demande que les blocages et les violences de ces dernières semaines s'arrêtent. Des foulards rouges qui étaient 10 500 selon la préfecture de police. Reportage Lucas Ajdela, Bruno Chastanier et Hugo Blay. Ils veulent défendre la démocratie et dire non à la violence. Malgré la pluie, le cortège qui s'élance place de la Nation est bien fourni. Officiellement, ce n'est ni une manifestation anti-gilets jaunes, ni une marche de soutien au gouvernement. On se fait taxer de riches, de macronistes, on se fait taxer de tout, mais bon non, on sait très bien, moi je sais très bien que je suis droit dans mes bottes, que je ne suis pas macroniste, que je ne suis pas riche. Ça c'est des préjugés. Les foulards rouges, un mouvement qui se veut apolitique. Pourtant, parmi les manifestants, une vingtaine de parlementaires de La République En Marche. Je trouve naturel d'être présent, non pas en tant que parlementaire, en tant simplement que citoyen qui voit les samedis se répéter, des samedis qui ne conduisent à rien. La marche se déroule dans le calme, mais lorsqu'une dame brandit le slogan « Touche pas à ma République » devant un sympathisant gilet jaune, le ton monte rapidement. Mais quand la République sera vraie République et pas République illusoire. Nous avons des problèmes comme tous les citoyens, des problèmes de loyer, des problèmes de facture, nous avons beaucoup de problèmes aussi dans nos vies. Mais nous n'allons pas casser pour justifier de notre colère. Ici, chacun demande à ce que les règles du jeu soient acceptées par tous. On a fait des élections il y a 1 an et demi, où il y a un parti qui est sorti, il y a un gouvernement qui est sorti, ça a chamboulé tout et qu'il faut laisser le temps. Et que même les gilets jaunes participent au grand débat. Le gouvernement a répondu, le gouvernement est en train de répondre. Et je pense que la démocratie exige qu'ils acceptent le dialogue. Parmi les slogans, beaucoup de cris de soutien aux forces de l'ordre. Et lorsque le cortège arrive place de la Bastille, le fossé entre les foulards rouges et les quelques gilets jaunes qui les attendent apparaît au grand jour. Le fascisme ne passera pas. Forts de leur succès, les foulards rouges envisagent d'organiser prochainement une nouvelle manifestation. Et la question de l'efficacité des modes d'action, elle se pose aussi très largement au sein même des Gilets jaunes. Ils étaient hier 69 000 dans la rue. D'autres ont décidé de participer au grand débat. D'autres encore veulent se présenter aux futures élections. Des différences de point de vue qui créent parfois de vraies tensions. Antoine de Pressigou, Christine Chapelle et Laura Ada. Il y a d'abord les irréductibles manifestants, présents chaque samedi depuis le début du mouvement dans les rues des grandes villes. Pas toujours très coordonnés. Hier par exemple, 5 cortèges différents dans les rues de Paris, parfois conclus par des violences. Nous, ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir faire un jour une manif vraiment du point A jusqu'au point B sans problème, quoi. Car des problèmes, il y en a eu. Jérôme Rodriguez, l'une des figures du mouvement touchée à l'œil par un projectile. Lanceur de balles de défense, LBD ou grenade de désencerclement, 2 versions s'opposent. J'ai subi 2 attaques de la part de la police. Une grenade qui m'arrive en bas des pieds, qui m'assourdit et qui m'étourdit. 3 secondes après, l'impact de la LBD 40 qui m'arrive à l'œil. Selon le ministère de l'Intérieur, sur les 18 tirs de LBD enregistrés par les caméras policières hier à Bastille, aucun ne semble viser Jérôme Rodriguez.
Au moment où je vous parle, je n'ai aucun élément qui me permet de dire qu'il y a eu usage du lanceur de balles de défense à cet endroit-là et qui aurait touché M. Rodriguez. Ces violences conduisent certains à se poser une question. Faut-il continuer à manifester ? On voit très bien que ce mouvement est en train de se raidir entre ceux qui disent la violence, on n'en veut vraiment pas, et ceux qui maintiennent une radicalité qui exige une certaine violence. Donc on peut penser aussi que sur ce registre-là, ce mouvement va connaître des tensions. Ici, dans la Creuse, les Gilets jaunes prônent un retour aux sources. Comprenez par là, au rond-point. On s'entend très bien avec les forces de l'ordre, nous sommes des gens pacifistes, nous ne bloquons personne, nous montrons juste que nous sommes toujours là jusqu'à ce qu'on nous écoute. Mais pour beaucoup de Gilets jaunes, la stratégie d'occupation des ronds-points a ses limites. Il faut désormais s'engager en politique. Jacqueline Moureau, par exemple, vient d'annoncer la création de son parti. La phase 2, c'est la construction et les propositions. C'est une suite naturelle du mouvement. Le temps de la revendication est terminé. Maintenant vient le temps de la construction. Il faut bâtir pour le pays. Il ne faut pas le détruire. Elle vise les municipales en 2020, quand d'autres, comme Ingrid Levavasseur, veulent aller plus vite. Les européennes dans 4 mois. Une initiative qui ne fait pas l'unanimité. Ingrid Levavasseur, puisque c'est son nom, ne représente plus les Gilets jaunes à l'heure actuelle? Pas du tout, justement. C'est une amie à Macron et à Chiapac, là. Il est hors de question. Ces gens-là, ils se servent de la télévision et des Gilets jaunes pour se faire connaître pour leurs intérêts personnels, pour créer leur parti politique et faire exactement la même chose que ceux qu'ils critiquent aujourd'hui. Redonner un souffle au mouvement sans pour autant s'engager en politique, l'équation semble complexe à résoudre. Sur le terrain, certains Gilets jaunes tentent d'innover avec les nuits jaunes, mais sans succès pour le moment. Et vous pouvez continuer à suivre ce débat entre Gilets jaunes et Foulards rouges sur LCI Canal 26. En tout cas, parmi les revendications émises sur les ronds-points et depuis quelques jours dans les réunions publiques du grand débat, on constate un grand absent, c'est le chômage. Bonsoir François. Bonsoir Anne-Claire. Les chiffres publiés vendredi sont pourtant très intéressants car le chômage, il recule, moins 1,5% pour l'année dernière. Pourquoi n'arrive-t-on pas à se réjouir ? Oui, c'est très étonnant que la crise sociale la plus grave depuis des décennies intervienne exactement au moment où se produit cette fameuse inversion de la courbe qu'on attend aussi depuis si longtemps. C'est un paradoxe qui s'explique d'abord parce que la baisse du chômage est trop modeste pour qu'on puisse s'en réjouir vraiment. 42 000 chômeurs de moins sur un an, c'est l'épaisseur du trait. À ce rythme, il faudrait attendre 2039, 4 quinquennats, pour arriver à 7%, c'est l'objectif du président Macron pour le taux de chômage, contre 9% aujourd'hui, et 6,7% en moyenne en Europe. Mais surtout, la demande sociale a changé. Dans la crise des Gilets jaunes, on n'entend pas de chômeurs, on entend des actifs et des retraités qui veulent du pouvoir d'achat. D'où les 10 milliards d'euros débloqués par le gouvernement en décembre pour répondre à leurs revendications. Ça veut dire que la priorité a aussi changé pour les politiques ? Elle a complètement changé. Elle s'est déplacée de l'emploi vers le salaire, de la production de richesse, qui était l'objectif initial du candidat Macron, à leur redistribution. Le problème, évidemment, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à répartir, parce que justement, la production, la croissance est trop faible. Les 10 milliards viennent donc toujours du même endroit, le creusement du déficit budgétaire. En clair, nous distribuons aujourd'hui les fruits d'une hypothétique croissance future. Merci beaucoup François pour cette analyse. Sur le front de la lutte contre le chômage dont on parlait à l'instant, certains dispositifs commencent pourtant doucement à porter leurs fruits. Les agences d'intérim, par exemple, peuvent embaucher leurs salariés en CDI. Les missions sont toujours temporaires, mais vous allez le voir, l'employé conserve son salaire tous les mois. Une stabilité très nouvelle dans ce secteur et qui change tout. Reportage Fabien Chadeau et Bruno Poiseuil. Elle installe des embrayages sur des moteurs, elle confectionne des câblages électriques et elle pose des freins à main sur des voitures. 3 métiers différents qu'elle exerce en intérim et pourtant elle est en contrat à durée indéterminée. Elle a été embauchée par une entreprise de travail temporaire qui l'a placée chez l'un de ses clients, un préparateur de véhicules militaires. Alors là en fait je suis en train d'installer le frein à main. Une fois qu'on a la technique, ça va tout seul. À la fin de sa mission, dans 2 mois, c'est son employeur qui se chargera de lui trouver un poste ailleurs. S'il n'y parvient pas, elle sera quand même rémunérée. J'ai pas besoin, à la fin de mes missions, de me dire purée, il faut que je retrouve du travail. Là, j'ai la chance d'avoir une équipe qui recherche pour moi. Ça permet d'avoir des projets, par exemple l'achat d'une maison, les projets de quelqu'un qui veut s'installer dans la vie. Son employeur lui assure un salaire plancher, dans son cas le SMIC, majoré selon les règles de rémunération de l'entreprise qui l'accueille.
Contrairement à un contrat d'intérim classique, elle peut rester jusqu'à 3 ans en mission. Nous, ça nous permet donc de tester ses compétences tout au long de cette période-là, mais aussi de donner la possibilité de l'embaucher. Plus de la moitié des salariés en CDI d'intérim sont embauchés par l'entreprise chez qui ils étaient en mission. Quel est l'intérêt alors pour les agences de travail temporaire? C'est surtout un moyen de fidéliser les intérimaires pour éviter d'avoir à rechercher des nouveaux candidats à la fin de leur mission. Ça veut dire surtout disposer toujours de la ressource qui va être demandée en instantané par les entreprises du bassin d'emploi et d'être sûr du coup de pouvoir y répondre. Voilà. Et d'honorer finalement les besoins des clients qui sont exprimés sur le bassin. Depuis sa création il y a 4 ans, des milliers de CDI d'intérim ont été signés. Partons maintenant à l'étranger, plus précisément au Brésil, où les secours sont toujours à la recherche de 300 personnes. Et après l'effondrement d'un premier barrage vendredi, c'est une deuxième structure qui menaçait de s'écrouler aujourd'hui. La compagnie minière est clairement mise en cause. On fait le point avec Annie Bazar. À Brumadinho, dans le sud-est du Brésil, une nouvelle alerte, tôt ce matin. Les pompiers font du porte-à-porte pour évacuer les habitants. Un autre barrage menace de s'effondrer. Nous étions à la maison et on a entendu la sirène de la compagnie minière vers 5h30 ce matin. Les secours sont venus frapper aux portes, ils ont demandé à tout le monde d'évacuer, de quitter leur maison. Là, nous sommes dans la rue parce qu'on ne peut pas retourner chez nous. La zone, désormais sécurisée, est toujours sous surveillance. Dans cette ville meurtrie depuis 48 heures, il ne reste plus rien, ou presque, autour du barrage qui a cédé vendredi. Ces images satellites montrent plusieurs clichés de la zone sinistrée, avant et après la coulée de boue. Les rescapés qui reviennent sur les ruines de leur maison ont encore du mal à réaliser. On a entendu un bruit très sourd, on est sorti et la boue était en train de tout emporter sur son passage. On a eu beaucoup de chance. De nuit, on serait déjà mort. Les autorités ont demandé à la compagnie minière qui gérait le barrage de reloger ces sinistrés. Ce soir, près de 300 personnes sont encore portées disparues. Les recherches se poursuivent, mais il ne reste que peu d'espoir de les retrouver vivantes. Au Venezuela, le président contesté Nicolás Maduro a rejeté l'ultimatum de la France. Hier, Emmanuel Macron et d'autres Européens le sommaient d'organiser des élections sous 8 jours. C'est aussi ce que lui demande son principal opposant, Juan Guaidó, à la tête du Parlement et qui s'est désigné comme président par intérim. Un duel qui a réveillé des ambiances de guerre froide au sein même du Conseil de sécurité de l'ONU. Lisanne Boudoul. Son pays est dans la tourmente politique et lui danse la salsa, désinvolte avec sa compagne lors d'un meeting. Le président vénézuélien Nicolás Maduro est pourtant de plus en plus isolé et contesté chez lui. Surtout depuis que cet homme, Juan Guaidó, chef de l'Assemblée nationale, a décidé de le chasser du pouvoir. Il s'est même autoproclamé président par intérim, porté par le soutien des États-Unis et de l'Europe qui exigent de nouvelles élections. Alors hier, ambiance règlement de compte au Conseil de sécurité de l'ONU. Le représentant du président Maduro accuse la communauté internationale d'ingérence et lance une pique au président Macron. Pourquoi le président Macron, au lieu de se consacrer à la protestation des Gilets jaunes et du peuple français qui travaille, se consacre-t-il à lancer une attaque contre le Venezuela ? Le président Maduro a encore le soutien de 4 poids lourds, la Russie, la Chine, la Turquie et Cuba. Mais le pays est en pleine débâcle économique, frappé par des pénuries de nourriture et une hyperinflation. Le pays est à la dérive. Maintenant que Guaidó est apparu, on doit le soutenir pour avancer. C'est de pire en pire ici. On n'a même plus de médicaments, plus rien. Voilà, tout est dit. Entre les deux présidents, l'officiel et l'autoproclamé, le bras de fer se poursuit. Juan Guaidó va organiser dans les prochains jours une grande manifestation d'opposition. Mais la question qui obsède ce soir les diplomates occidentaux comme les Vénézuéliens, c'est de savoir de quel côté l'armée va basculer.
Et alors que le Venezuela connaît une inflation phénoménale, que 100 000 personnes fuient le pays chaque mois et que certains habitants, vous l'avez entendu, n'arrivent même plus à se nourrir, l'étau se resserre autour de Nicolás Maduro. On va retrouver notre envoyée spéciale Nastasia Haftman à Caracas. Nastasia, comment expliquer que le président vénézuélien s'accroche encore au pouvoir ? Nicolás Maduro compte surtout sur le soutien de l'armée pour se maintenir au pouvoir. Ici, Léo Gradé bénéficie largement des faveurs du régime. Les militaires sont également tenus d'une main de fer par des conseillers de la défense cubaine. Cuba qui est un allié historique du régime socialiste vénézuélien. Mais cette façade commence déjà à s'effriter. Hier, un attaché militaire de l'ambassade vénézuélienne aux États-Unis a affiché publiquement son soutien au président autoproclamé, Juan Guaidó. De son côté, le jeune politicien essaye de fédérer les partis d'opposition autour de lui. Nous sommes d'ailleurs sur une place historique de la contestation, la Plaza Francia à Caracas, depuis laquelle il appelle à manifester la semaine prochaine. Une contestation qui suscite de plus en plus d'espoir dans la société vénézuélienne. Revenons maintenant en France avec la démission de Carlos Ghosn de la présidence de Renault cette semaine. Une démission qui va bientôt poser une délicate question, non seulement au constructeur, mais aussi à l'un de ses actionnaires, le gouvernement français. L'ancien PDG a beau être accusé d'abus de confiance, il a théoriquement droit à des indemnités de départ. Et au-delà du principe, c'est le montant qui risque de faire grincer des dents. Les explications de Fabien Chadeau et Olivier Christa. Carlos Ghosn pourrait empocher un chèque de plusieurs dizaines de millions d'euros. Il y a d'abord les sommes qu'il est certain de toucher, la totalité de son salaire fixe au titre de 2018, soit 1 million d'euros. Une retraite complémentaire dite chapeau, elle a été négociée lorsqu'il est arrivé à la tête de l'entreprise. 765 000 euros par an versés jusqu'à la fin de ses jours. Il la percevra lorsqu'il fera valoir ses droits à la retraite. Il pourra le faire à partir du 9 mars prochain. Nous avons tous les éléments nécessaires. Mais la plus grosse partie du pactole viendrait des 380 000 actions qui lui ont été attribuées gratuitement, soit 23 millions d'euros au cours de vendredi dernier. Une récompense pour avoir rempli les objectifs de résultat lorsqu'il était à la tête de l'entreprise. Mais son contrat prévoit aussi une part de rémunération variable. Là, rien n'est acquis, il va devoir négocier durement avec les actionnaires, et notamment l'État, majoritaire au conseil d'administration. Nous ne voulons pas d'indemnité qui soit injustifiée pour M. Ghosn et nous serons extrêmement vigilants. La meilleure façon d'être vigilant, c'est de voir la nouvelle gouvernance de Renault, qu'il me donne les chiffres, qu'il le donne à l'État actionnaire et que nous puissions dire ce qui nous semble acceptable et ce qui ne serait pas acceptable. Dans le détail, voici ce qui pourrait être négocié. La part variable de son salaire de 2018, 750 000 euros versés en actions, mais à condition qu'il soit encore dans l'entreprise en 2022. Or, ça ne sera pas le cas. À cela s'ajoute enfin sa clause de non-concurrence, 2 ans de salaire fixe pour l'empêcher d'aller travailler chez un autre constructeur. Si Carlos Ghosn obtient satisfaction sur l'ensemble de ses demandes, il pourrait percevoir jusqu'à 30 millions d'euros pour quitter l'entreprise. Autre grand débat politique à venir, mais cette fois au Royaume-Uni, ce nouveau vote autour du Brexit au Parlement britannique. Theresa May doit présenter son plan B mardi prochain, un vote que de nombreux Français vont aussi suivre avec attention. Et parmi eux, les pêcheurs. S'il n'y a pas d'accord, ils risquent de perdre une partie de leurs revenus. 1 millier d'emplois seraient menacés en France. Antoine Delcourt et Antoine Pocry. C'est un bateau flambant neuf. 20 mètres de long, 7 membres d'équipage, le Jean Tabourel est fait pour prendre le large et rejoindre les zones les plus riches en poissons. Dans la Manche, ce sont les eaux territoriales britanniques, ici représentées en bleu clair. Un tiers de la pêche y est réalisé, mais tout pourrait basculer avec le Brexit. Si aucun accord n'est trouvé d'ici mars, le Royaume-Uni pourrait interdire l'accès à ces zones. Les Français y perdraient beaucoup. Tous les bateaux qui travaillent sur les côtés anglais viendraient travailler côté français et il y aurait une ponction sur la ressource qui serait beaucoup trop importante. À Port-en-Bessin, en Normandie, un bateau sur 2 serait touché, mais la catastrophe concernerait tous les ports français. 1000 emplois menacés dans le pays. Les pêcheurs réclament donc d'urgence des négociations. Qu'ils sortent de l'Europe, c'est une chose, mais qu'on puisse continuer à partager. Un poisson, ça n'a pas de nationalité, c'est migrateur, ça se balade. Donc de toute façon, dans tous les cas, on sera toujours obligé de gérer ensemble cette ressource-là. Gérer ensemble, mais plus forcément comme avant. Pour comprendre les attentes des pêcheurs britanniques, rendez-vous de l'autre côté de la Manche. Direction New Line, l'un des principaux ports au sud-ouest du pays. Ici, tous ont voté à une large majorité pour le Brexit.
Le but, mettre un terme aux quotas imposés par Bruxelles. Pour maintenir le stock de poissons disponible, chaque pays membre de l'Union européenne dispose jusqu'à présent d'une limite de pêche en fonction de telle ou telle espèce. Le problème, c'est que les eaux territoriales britanniques sont les plus riches du continent et que les Britanniques eux-mêmes ont l'impression de ne pas en profiter comme ils le devraient. Pour David Stevens, ces quotas sont plus favorables aux pêcheurs venus des autres pays européens. Pour équilibrer la balance, ce marin milite donc pour un Brexit dur, car en dehors de l'Union, les Britanniques pourraient redevenir maîtres de leurs eaux. Nous allons gérer nos eaux de manière durable, mais nous allons garder une grande partie des prises pour ne pas être lésés. Si cela conduit les autres à réduire leur flotte, c'est à eux de se débrouiller. Un scénario envisageable, mais qui aurait des conséquences négatives au Royaume-Uni. L'Europe pourrait interdire l'accès au marché commun, alors que les Britanniques exportent 80% de leur pêche. Alors ici, certains marins veulent trouver un terrain d'entente. Il y a de l'offre et de la demande. Si les gens veulent continuer à manger du poisson, ils devront acheter du poisson. Donc, on trouvera une solution. Une sortie de l'Union européenne sans accord aurait des conséquences sur l'emploi des deux côtés de la Manche. La pêche devient donc l'une des priorités dans les négociations sur le Brexit. C'est une conséquence directe de l'effondrement de 2 immeubles à Marseille en novembre dernier. Le gouvernement a présenté cette semaine son plan pour les logements insalubres et les chiffres, vous allez le voir, parlent d'eux-mêmes. Près de 450 000 logements sont considérés comme indignes en France. 14 sites prioritaires ont été identifiés. L'objectif est aussi de lutter contre ceux que l'on appelle les marchands de sommeil, un fléau contre lequel les municipalités se battent déjà depuis des années. Regardez cette enquête tournée à Lille de Gwenaëlle Bellec et Mathieu Dupont. Rendez-vous dans ce quartier de Lille Sud avec les inspecteurs de l'habitat. C'est un immeuble de 10 logements habités malgré un arrêté d'évacuation. On a pris un arrêté d'insalubrité en juillet 2018. 5 locataires vivent encore ici et voici leur sanitaire. Pour l'ensemble du collectif, donc les 10 logements. Ça, c'est pour 10 personnes. Voilà, une toilette, une douche. C'est le seul point d'eau de tout l'immeuble. Des locataires font donc la vaisselle dans la douche. Ils n'ont pas d'eau. Lui fait partie des habitants. Voici sa chambre. 350 € pour 8 mètres carrés. Je n'ai pas réussi à vivre dans des endroits pas possibles. Pas possible. Le soir, on rentre ici, il y a des cafards, il y a des machins, il y a des rats, il y a des... Là, maintenant, c'est un nouveau truc qui est arrivé. C'est des limaces, maintenant. Comment est-il arrivé là? Sans travail, il a repéré l'annonce sur une vitrine. Le propriétaire lui promet alors de faire des travaux. C'est libre, je veux faire les travaux. 3 ans, il n'a jamais bougé. Ce propriétaire, nous l'avons retrouvé. Il possède 2 autres immeubles et puis se barre. L'homme fait l'objet de poursuites du parquet. À l'en croire, ce serait lui la victime. C'est les locataires qui ne sont pas solvables, je ne peux rien faire contre eux. C'est des cas sociaux. Les cas sociaux, que moi je ne peux pas faire quelque chose. Ils ne payaient pas leur loyer, ils ne payaient rien. Quand certains vous disent marchand de sommeil, qu'est-ce que vous dites? Non, je ne crois pas. Pourquoi je ne profite pas des gens pour les loger? Je ne les oblige pas à venir loger, à habiter chez moi. Et je les montre l'appartement, si ça leur plaît, ils les prennent, sinon ils ne les prennent pas. À Lille, le phénomène est tel que des maisons relais comme celle-ci ont été créées pour abriter les victimes. Pascaline, avec son mari, elle habitait l'immeuble insalubre du propriétaire de bar. Là, c'est la cuisine, les chambres aussi. Et là, c'est les toilettes. Depuis combien d'années est-ce que vous n'aviez pas vos propres toilettes? De l'autre côté, ça faisait bien une dizaine d'années. Elle restera ici le temps que la mairie lui trouve un logement pérenne. Les agents de l'habitat poursuivent leur tournée. Avant d'intervenir, il leur faut d'abord repérer. Nous visitons à peu près 4000 logements tous les ans. Aujourd'hui, sur l'île, il y a 250 logements sur lesquels il y a une insalubrité avec interdiction d'habiter. Un autre quartier de Lille avec les agents de la mairie. Donc on va aller voir les 2 immeubles. Dans cette cour intérieure, 2 maisons évacuées en urgence, dont celle-ci pour péril immédiat. Il y a des risques, regardez en haut, il y a des risques d'écroulement de toute la façade avant notamment. Et l'on comprend mieux à l'intérieur. Vous êtes bien assuré? On voit la lumière du jour à travers le mur. Oui, ce qui n'est pas bon signe. Un homme vivait ici il y a quelques mois encore. Il avait fini par s'habituer.
À côté, une femme et ses 2 enfants sont aussi partis précipitamment. Un loyer de près de 600 €, mais pas de chauffage, et une interdiction de louer pour le propriétaire. Un récidiviste déjà condamné à des amendes et à de la prison avec sursis pour un autre immeuble. Tout ce qui peut toucher la capacité financière de ces marchands de sommeil est bon à prendre. Ils ne comprennent que ça. Plus de la moitié des 120 000 logements de l'île datent d'avant la guerre. Beaucoup de propriétaires modestes également expliquent cette situation contre laquelle la mairie lutte depuis des années. Voilà maintenant un autre combat pour de nombreuses communes, maintenir un marché de plein air. Les commerçants ambulants souffrent en fait de la concurrence des grandes surfaces. Mais vous allez le voir, certaines villes ont trouvé une solution et elles n'ont rien inventé. Les halles couvertes reviennent à la mode et elles touchent même un nouveau public. À Perpignan, Julien Crescent et Thierry Hackett. Jeudi, c'est jour de marché à Perpignan. Enfin, ce qu'il en reste. Un seul étal, celui d'Eugène. Dernier rescapé d'un marché qui rassemblait il y a encore quelques années une dizaine de vendeurs. À l'extérieur, c'était tous des marchands de légumes tout le long, comme ça, toute la longueur d'ici là. Vous avez tous les légumiers et ça faisait un retour comme ça. Ils sont passés où les autres? Ben, je sais pas où ils sont, aucune nouvelle. En France, les marchés de plein air souffrent. Les recettes sont en baisse. Certains jours, Eugène peut à peine payer son emplacement. 24,60 €, pardon. Oui. 24,60 €. Il faut les faire les 24,60 €. On vivote, voilà. On ne fait pas les 100 et les 1000, non. D'autres marchés ont trouvé des stratégies pour mieux résister aux grandes surfaces. Une révolution sous les arcades des halles, comme celle de Perpignan, où nous retrouvons certains anciens camarades d'Eugène. 27 stands flambant neufs, des poissonniers, des bouchers, mais aussi un bar et de la restauration rapide. Ce couple mange ici 3 fois par semaine. Il ne repart plus sans avoir fait ses courses. On n'était pas très habitués au marché, puisqu'on allait faire nos courses en grande surface. Ici, ça nous permet de joindre l'utile à l'agréable. Le céleri, il est de chez moi, je vous l'offre. Des halles ouvertes 6 jours sur 7, jusqu'à 20 h. Auparavant habitué au marché de plein air, Yannick a dû doubler son temps de travail. Son chiffre d'affaires a augmenté de 50 %. On a gagné une nouvelle clientèle. Une nouvelle clientèle qui ne venait pas sur le marché. Parce que le marché, quand même, c'est les gens qui ne travaillent pas le matin, quand même. Quelqu'un qui fait des horaires de bureau, il ne peut pas venir sur le marché, à part le samedi matin. Des dizaines de marchés couverts ont déjà connu cette révolution. Un an après son ouverture, celui de Perpignan a déjà accueilli 1 million de visiteurs. C'est devenu un rendez-vous régulier. Une nouvelle marche pour le climat a eu lieu aujourd'hui un peu partout en Europe et en France, à Paris, mais aussi, vous le voyez, à Lyon, où 5000 personnes se sont rassemblées. Elles ont même formé une chaîne humaine. Au total, on a compté 80 000 manifestants sur toute la France. Et puis, signalons la très grosse mobilisation également à Bruxelles. 70 000 manifestants qui ont rappelé l'urgence climatique et dénoncé l'inaction des États face au réchauffement de la planète. Et l'un des endroits sur Terre où cette problématique se traduit de façon terriblement concrète en ce moment, c'est l'Australie. Le pays vit une sécheresse historique, ce qui a provoqué des incendies autour de Perth. Plus à l'est, dans le centre du pays, le thermomètre a lui affiché cette semaine près de 50 degrés. Une catastrophe pour les éleveurs qui doivent parfois abattre leurs bêtes faute de nourriture. Je vous propose de regarder ce reportage de Pierre-François Lemeunier. La pluie est enfin tombée sur cette ferme de 5000 hectares. Pour redonner à ce paysage tout son éclat. 10 jours avant notre arrivée, voilà à quoi ressemblait cette même ferme, méconnaissable. La conséquence de 3 années de sécheresse consécutive. Alors Bill et Robin ont vraiment besoin de beaucoup plus de précipitations que celles enregistrées ces derniers jours. On a besoin d'une bonne année pour régler les problèmes. On aura besoin de 3 ans pour se remettre de cette sécheresse et de tout ce qu'elle nous aura coûté. Et la facture est déjà lourde. Ah, je sais que vous avez faim. En moins de 8 ans, Bill a dû se séparer des 2 tiers de son cheptel. Pour nourrir ses 300 dernières vaches, il n'a pas d'autre choix que de faire venir du foin du sud du continent. Cela lui coûte 9 000 € par mois. Jetez un œil. Quand vous regardez là, il n'y a pas grand-chose pour se nourrir. Alors voilà ce qu'il se passe quand du foin arrive. À la surface, l'herbe a beau être verte, le sol ne contient aucun apport nutritionnel pour ces vaches. Ce n'est pas la première sécheresse que Bill et sa famille doivent affronter. Sa mère, Kay, 87 ans,
tient depuis plus de 70 ans un carnet de bord. Toutes les précipitations sont enregistrées dans ce cahier. Il faut remonter aux années 40 pour trouver trace d'une telle sécheresse, avec une différence de taille, la hausse des températures et ses conséquences. Dans certains endroits, il n'y a plus d'eau. Les puits sont à sec. Il n'y a plus rien. Alors le seul moyen de faire face, c'est de vendre pour sauver une partie du bétail. Vendre pour survivre à la sécheresse. Dans les salles de vente, l'offre est aujourd'hui bien plus forte que la demande. Du coup, le prix d'une vache a été divisé par 3 ces derniers mois. Selon cet agent, de nombreux éleveurs du coin ont dû mettre la clé sous la porte. Je vois aussi de gros investisseurs qui se disent qu'une fois que cette sécheresse sera terminée, dès qu'ils trouveront un endroit meilleur où aller, ils vendront tout. Les gens en ont plus qu'assez. Plus on s'éloigne de la côte, et plus la sécheresse saute aux yeux. Dans l'arrière-pays, à 6 heures de Sydney, dans l'un des greniers à blé du continent, plus rien ne pousse depuis des mois. Alors ça devait être une plantation de canola. Ça devait atteindre cette hauteur, prêt à être récolté, mais comme il n'a pas plu, rien n'a poussé. À part ça, mais ça arrive trop tard, on ne peut rien faire. Face à la pire sécheresse depuis 50 ans, certains agriculteurs trouvent refuge dans le silence, mais pas Rob. Parce que dernièrement, il a pu voir où la solitude pouvait conduire. J'ai perdu 3 amis récemment qui se sont donné la mort. Et ça fait vraiment mal. Rob, lui, tient encore debout, mais cela fait 1 an qu'il ne sait plus verser le moindre salaire. Ailleurs, des retraités se mobilisent pour aider les agriculteurs les plus fragiles. Les Australiens ont bien conscience que c'est un des piliers de l'économie du pays, 41 milliards d'euros, qui menace de s'effondrer. Alors ils font des dons que ces bénévoles redistribuent sous forme de foin à ces fermiers. Il en va de la survie du bétail. Quand les bêtes arrivent à un stade où on ne peut plus en prendre soin, la chose la plus humaine, c'est de les tuer et de les emmener quelque part pour les enterrer. Ce jour-là, les bénévoles de l'association Aussie Helpers n'ont pas distribué que du foin, mais aussi des denrées alimentaires. En tout, 90 000 euros d'aide. De quoi tenir quelques semaines. Passez une bonne journée. En attendant la fin de l'été et l'arrivée tant espérée de fortes précipitations. Et le réchauffement climatique n'est pas la seule conséquence de l'activité humaine. Bonsoir Louis. Bonsoir Anne-Claire. Nos modes de vie, et c'est très surprenant, ont aussi un impact sur la morphologie des animaux. Oui, exactement, ça peut paraître surprenant, mais effectivement, les animaux s'adaptent à l'impact qu'on peut laisser sur la planète. Alors, très naturellement, les espèces ont cette capacité d'adaptation parce que la nature, sans notre intervention, bouge également. Mais là, on est en train de constater effectivement que les espèces s'adaptent très rapidement à nos comportements et à nos modes de vie. Pour ça, je vais d'abord vous emmener en mer, en pêche, voilà, avec ce magnifique bateau. Eh bien, les poissons commencent à s'adapter à cette pêche, cette surpêche par endroits, notamment dans l'Atlantique, tout simplement en diminuant leur taille. Pourquoi ? Eh bien, comme cela, ils vont pouvoir passer au travers des mailles du filet et se reproduire avant d'être pêchés. Ils vont comme cela assurer la poursuite de l'espèce. Autre exemple, cette fois-ci, je vous emmène dans les eaux douces, en Caroline du Nord, où là, souvent, les rivières sont canalisées par les villes, par du béton, et donc le courant est plus fort. Eh bien, un poisson, le naseau noir, s'est adapté, c'est-à-dire qu'il est devenu plus hydrodynamique. Il va comme cela pouvoir remonter ses courants plus forts pour pouvoir lui aussi vraiment assister à la persistance de son espèce. Et cette adaptation qui est incroyable, elle se voit aussi chez les animaux terrestres. Exactement, sur Terre, je vous emmène à Porto Rico, où là aussi, des lézards s'adaptent à cette nouvelle vie urbaine. Alors c'est un petit lézard, vous allez voir, qui vit à la fois dans la nature et en ville. Et bien lui, ce sont ses coussinets qui ont grandi. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont grandi ? Tout simplement parce qu'il va pouvoir adhérer plus facilement aux nouvelles surfaces, comme du verre, du béton ou encore de l'acier, en évitant de tomber, bien évidemment. Et puis, si on part dans les airs maintenant, vous allez voir que les hirondelles également s'adaptent tout simplement en diminuant un peu la taille de leurs ailes. Pourquoi ? Eh bien, elles vont pouvoir comme cela éviter tous les obstacles, notamment les voitures, et là aussi éviter une certaine mortalité. Alors, ce n'est pas parce que la nature s'adapte qu'il ne faut pas en prendre soin.
Merci beaucoup Louis et merci pour cette morale. On va maintenant parler d'une autre curiosité, d'un autre mystère naturel observé cette fois sur les côtes israéliennes. Les requins avaient quasiment disparu de la Méditerranée, mais depuis 4 ans, ils reviennent par dizaines et à date fixe dans le nord du pays. Un comportement que les scientifiques ont bien du mal à expliquer. À Hadera, Benoît Cristal et Fabrice Hamzel. Faut-il être inquiet ? D'où viennent-ils? Sont-ils dangereux pour l'homme? Et pourquoi reviennent-ils ici chaque année? Cela dure depuis 4 ans maintenant. À date fixe, entre novembre et avril, des dizaines de requins se donnent rendez-vous ici, à quelques mètres du rivage, tout près d'un site industriel. Les pêcheurs et les curieux ont encore du mal à y croire. C'est très étrange, on n'a jamais vu ça en Israël. Surtout des requins de cette taille. Le plus étonnant, c'est que personne ne les nourrit. Ils viennent d'eux-mêmes. Je n'ai jamais attrapé de requin de ma vie, mais à mon avis, s'ils mordent, ils vont emporter tout mon matériel. Certains en ont même fait une attraction pour les touristes, en mal de sensations fortes. Attention, tout va se passer dès les premières minutes. C'est à ce moment-là que les requins vont venir vers nous. Les requins ne sont qu'à quelques mètres de profondeur et se laissent approcher par les curieux. Notre groupe croise d'abord le chemin d'un requin sombre, de près de 3 mètres de long. Quelques minutes plus tard, voici le requin gris. Ces 2 espèces sont réputées être en voie de disparition. Il serait une 50aine en tout à passer l'hiver ici. C'est incroyable de voir tous ces requins qui passent devant nous, c'est de la folie. Mais ça va, ça ne fait pas trop peur. Ils passent, ils nous frôlent et tout se passe bien. On ne les touche pas, on ne les chasse pas, on ne les nourrit pas. On ne fait rien qui risque de les déranger en fait. Il n'y a qu'une seule raison possible à la présence de ces prédateurs ici. Ils viennent profiter des eaux chaudes rejetées par cette centrale électrique. Mais pourquoi restent-ils 6 mois? Où vont-ils ensuite? Et combien d'entre eux vivent encore en Méditerranée? À toutes ces questions, il n'y a pour l'heure aucune réponse. Un groupe d'universitaires tente de percer le mystère. 2 fois par semaine, ils viennent observer les requins. Attirés par un appât, les squales, une fois épuisés, se laissent faire. L'équipe israélienne peut alors prendre des mesures, effectuer des prélèvements et implanter des puces électroniques sur les animaux. À l'ouest de la Méditerranée, les grands requins ont déjà quasiment disparu à cause de la pêche. Et ici, à l'est, on a très peu de connaissances. On ne sait même pas combien ils sont. Première découverte des scientifiques, certains requins ne viennent ici que tous les 2 ans. Au mois d'avril, tous quittent subitement la zone pour une destination inconnue. Le mystère des requins de la côte israélienne reste donc pour l'heure impénétrable. La télévision n'avait en revanche aucun mystère pour lui. Henri Chapier, mythique animateur du Divan, est mort la nuit dernière à l'âge de 85 ans. Journaliste, critique de cinéma, il avait inventé la confession à la télévision et les plus grandes personnalités avaient d'ailleurs accepté de se prêter au jeu. Son portrait avec Sylviane Mandet. Le 4 avril 1987, c'est Amanda Lear qu'Henri Chapier choisit pour inaugurer son émission qui deviendra culte, Le Divan. Pour la première fois, l'intervieweur n'est plus face à son invité. Pour la première fois, il questionne sur l'intime, l'enfance. Serge Gainsbourg, quel genre de garçon étiez-vous à l'âge de 7 ans? J'étais un gentil petit gars. J'étais bon élève. J'étais une petite fille de 7 ans moche. 300 personnalités viendront sur son divan en 7 ans livrer leurs confidences. Dans cette vie, j'ai toujours été une femme. Et j'aurais aimé être un homme. Des confessions en longueur, jamais recueillies jusque-là. On n'a jamais le temps d'écouter quelqu'un dans un journal télévisé. Ça dure toujours 3 minutes, 3 minutes 30. Il fallait faire autre chose, c'est-à-dire donner à des gens merveilleux, comme ceux que j'invite, la possibilité de nous raconter ce qu'on leur demande jamais, au fond. En parallèle, Henri Chapier était aussi un critique cinéma de référence, auteur de nombreux ouvrages sur le 7e art, membre du jury à Cannes en 1996, année où il quitte la télévision pour fonder à Paris la Maison européenne de la photographie et le mois de la photo. Né à Bucarest de parents franco-autrichiens, Henri Chapier parlait 7 langues,
Dandy, aux cheveux blancs, à la gentillesse légendaire, inventeur il y a 30 ans d'une autre façon d'interviewer les stars à la télévision. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain, vous retrouvez pour l'information Jean-Pierre Pernaut à 13h, Gilles Boulot à 20h. Tout de suite, rendez-vous sport. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à vendredi prochain. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.